sommes avec Modoukan Diao, ingénieur statisticien, spécialiste des transports, ex-adjoint directeur des transports routiers, ancien secrétaire général Fonds de développement des transports terrestres, FDTT. Bonsoir, monsieur Diao. Chibrahima, bonsoir. Vous êtes notre premier invité dans ce magazine Projecteur qui braque ses faisceaux sur les transports routiers, aujourd'hui sur les deux roues. Alors, quelle appréciation faites-vous de la campagne d'immatriculation gratuite entamée par le ministère des Transports routiers? Est-ce une bonne chose? Oui, c'est une très très bonne chose. J'espère que cette émission-là ne sera pas la dernière. Je vous souhaite plein succès dans cette émission. Je sais qu'il y aura du succès dans cette émission. Je pense qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal voulu accompagner les motocyclistes. Quand je dis motocyclistes, c'est les véhicules de 50 à 125. Mais la réglementation voudrait que ça soit entre 40 et 125. Parce qu'à l'époque, on a voulu capter tous les véhicules de roues qui sont mis en circulation. Parce que les fabricants, pour échapper à la réglementation, si vous êtes à 50 cm3, ils vous mettent 5,49 pour échapper à la réglementation, surtout à la fiscalité. J'espère que l'État du Sénégal a compris. Et d'ailleurs, c'est dans la nouvelle loi portant code de la route, c'est la loi 2022-04 qui a été votée récemment, en 2022. Et il reste le décret d'application. Effectivement, l'immatriculation est un volet très important au niveau de ce texte-là. Maintenant, c'est vrai que la réglementation sénégalaise en matière d'immatriculation a voulu que tous les véhicules qui sont mis en circulation au Sénégal, y compris les deux roues, soient immatriculés. Et même les semi-remorques de plus de 750 kg. Et maintenant, c'est vrai que ce phénomène-là n'a pas été très bien adressé, ce qui fait qu'effectivement, beaucoup de deux roues n'ont pas été immatriculés. Bien vrai qu'il y a certains qui immatriculent le véhicule, mais quand même ça suit la loi de poisson. Donc c'est des phénomènes rares, comme on dit. Mais c'est sur 3 mois, donc c'est sûr qu'il y a encore du temps pour convaincre ces jeunes. Cette opération-là, c'est une énième opération, parce qu'on l'a tenté à 2 fois de suite, si mes souvenirs sont bons. Et cette fois-ci, je pense que c'est la 3e opération et je pense qu'il y aura du succès. Parce qu'au tout début de l'opération, il y avait des incompréhensions entre l'administration et les usagers, mais avec les explications qui ont été faites par les autorités, je pense que l'opération est déjà lancée. Et aujourd'hui, le problème sur 3 mois, peut-être que c'est pas suffisant, mais l'État est en train de s'organiser pour absorber la demande. Et aujourd'hui même, j'ai appris que ils ont ouvert à Pikine, Guédiawaye et à Rufisque pour être plus proche des usagers. Et ça, c'est une bonne chose. Vous savez que les centres d'immatriculation, c'est au niveau des capitales régionales. Donc, nous avons 14 régions. Et aujourd'hui, l'État est en train de se déployer pour être proche des populations pour pouvoir capter les immatriculations. Ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, les incompréhensions, c'est vrai qu'en matière d'immatriculation, c'est un transfert de propriété. Et dans un transfert de propriété, il faut que l'acte de vente soit bien signé et authentifié par les services de sécurité, la police notamment. Et généralement, comme ils ont mis leur véhicule en circulation depuis trop longtemps et ne l'ont pas déclaré, peut-être qu'il y a certains qui ne retrouvent plus celui qui leur avait vendu le véhicule. Et ça a posé des problèmes. Donc maintenant, je pense qu'il y a des facilités qui ont été faites avec les autorités de la police et éventuellement de la gendarmerie pour pouvoir faire légaliser les certificats de vente. Pour ce qui est des CMC, naturellement, on ne peut pas immatriculer dans la machine son CMC parce que le certificat de mise en circulation est un document qui déclenche l'immatriculation du véhicule. Parce que quand vous importez un véhicule, on vous délivre un certificat de mise à la consommation. Vous dites, ce bien-là, je le consomme au Sénégal. Et il y a les services techniques du ministère des Transports qui réceptionnent le véhicule et qui regardent s'il est conforme aux spécifications techniques, ce qu'on appelle le certificat de mise en circulation. Donc, il détermine les caractéristiques techniques des véhicules pour la délivrance de la carte grise. Là, effectivement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, ils sont tellement organisés que ça ne pose aucun problème. Le reste, c'est la plaque d'immatriculation, la plaque, l'assurance. La plaque d'immatriculation, vous savez que depuis 2018, le Sénégal a délégué la production et la fabrication des plaques et des cartes d'immatriculation. Et c'est un privé qui le gère. Il a investi son propre argent. Il faut qu'il se fasse payer. À moins que l'État le prenne en charge. C'est pourquoi c'est pas gratuit. C'est pourquoi c'est pas gratuit. Okay. Mais les motos ont une seule plaque. Une seule plaque, c'est, je pense, 23 000 ou 24 000. Ce que les gens prennent en charge. Aujourd'hui, ils ont compris et je pense que l'opération est bien lancée. J'espère que d'ici le 13 mars, ils vont finir d'immatriculer tous les deux roues. Sinon, ceux qui ne seront pas immatriculés seront en porte-à-faux avec la réglementation et ils seront réprimés par la loi. Le monde des transports est un domaine complexe. Alors, il y a
véhicules et véhicules, il y a aussi vélo-taxi, moto-Jakarta. Alors, pouvez éclairer notre langage? Oui, parce qu'on parle souvent de Jakarta ici. Jakarta, c'est une marque, ça vient peut-être d'Asie. C'est pourquoi on parle de Jakarta, mais il y a une nomenclature qui est bien réglementée ici dans le code de la route. Quand vous êtes vélo moteur, c'est les véhicules de moins de 125. Un vélo égal à 125 cm. Donc le code de la route le capte entre 40 et 125. Quand vous êtes moto, vous êtes à plus de 125. Ça, c'est les grosses cylindres. Ils n'ont pas les mêmes, en tout cas, caractéristiques. Parce que pour les motos, c'est les permis A. Quand vous faites le permis, vous passez le code de la conduite. Quand c'est ces véhicules de roues qu'on appelle Jakarta, c'est uniquement le code que vous faites avec A1. Vous avez votre permis de conduire. Donc, vous ne pouvez pas conduire ces véhicules sans avoir le permis, sans avoir une assurance, sans avoir la plaque d'immatriculation avec la carte grise. Et donc, l'assurance s'entend pour pouvoir circuler. Le reste, maintenant, il y en a qui l'utilisent pour faire du transport public, du commerce. Et il y a deux types de commerce. Ceux qui font de la livraison, donc la petite messagerie, qu'on appelle les petits colis à livrer moyennant, et ceux qui transportent des passagers. C'est des deux roues qui ont des sidecars où tu peux mettre quelqu'un derrière pour le conduire. Une seule personne est autorisée, vous ne pouvez pas mettre deux ni trois, c'est une seule personne qui est autorisée. Pour ça, il y avait une réglementation depuis plusieurs années, parce que vous savez qu'à Kaolack, à Fatick et dans certaines régions, il y avait déjà les deux roues qui circulaient, parce qu'il y a une usine implantée, parce que la ville manquait de routes sur les quartiers, et c'est pourquoi ce transport plus flexible était utilisé. La réglementation qu'on avait faite, c'est que les conducteurs et le permis A1 portent les casques et une autorisation, une visite technique, et leur déplacement était limité au niveau de ils venaient compléter le transport classique. Donc ils ne pouvaient pas aller au niveau des hôtels ni au niveau des hôpitaux. Ils étaient circonscrits dans un périmètre bien déterminé. Mais aussi le casque pour le passager était obligatoire. Mais généralement avec ces régions où il fait très chaud, avec donc les salissures, les gens n'ont pas voulu, les clients, porter les casques. Et même avec la chaleur, donc ceux-là n'ont pas voulu, en tout cas les conducteurs n'ont pas voulu porter le casque. Ce qui a amené des conséquences très graves sur les conducteurs. Parce que quand vous allez dans les services d'urgence, vous allez voir des gens qui sont traumatisés à vie, des petites jambes cassées, des têtes cassées, et il y a beaucoup de morts et c'est devenu un problème de santé publique. Et la communauté internationale en est consciente parce que c'est 40% des jeunes qui sont décédés, en tout cas dans les accidents de circulation. Et ça, c'est à prendre en charge. Malgré ce tableau noir, certains conducteurs gagnent bien leur vie en devenant conducteurs de deux roues. Oui, j'ai appris que donc il y en a certains qui gagnent 25 000 ans, d'après quelqu'un qui 25 000 par jour. Quand vous travaillez 30 jours, vous avez 750 000. Si vous enlevez vos charges, vous pouvez gagner facilement 400 000 francs par mois. Et ça, il y a beaucoup de bureaucrates, les gens qui travaillent dans des emplois salariés dans des bureaux, n'ont pas 400 000 francs de salaire. Voilà, pour y voir un peu plus clair, nous allons suivre le reportage de Codé Ndiaye. Le transport des deux roues, communément appelé tchak-tchak, est devenu une réalité au Sénégal, mais une question taraude les esprits, c'est celle de savoir si le métier nourrit son homme. La journée, ça dépend. Parfois, on gagne 25 000, parfois 7 000 ou 3 000 francs. Actuellement, ça ne marche pas. Depuis le début de la réglementation, on essaie de se débrouiller car les papiers, c'est difficile et c'est trop cher. Ensuite, la procédure est très compliquée. C'est un manque de choix. Si ça ne dépendait que de nous, on ne ferait jamais ce métier. C'est trop risqué. Moi, ce n'est pas ma priorité car j'ai deux métiers, mais ça ne marche pas. À ce faible revenu s'ajoute le contrôle routier. Pour ces Jakartamen, le délai accordé pour la régularisation est trop court. Nous ne sommes pas considérés, c'est mon sentiment. Nous sommes tout le temps brutalisés sur la circulation. La cohabitation avec les taximans, un autre casse-tête de ces conducteurs de moto Jakarta. Les taximens pensent que la route leur appartient. Ils nous mènent la vie dure car ils se disent qu'ils sont plus réguliers que nous. Le transport des deux roues prend de plus en plus de l'ampleur au Sénégal, un véritable refuge pour ces jeunes qui attendent encore mieux pour aspirer à un avenir meilleur. Voilà, pour le reportage, j'ai vu qu'effectivement, il y en a qui en font un tremplin, parce que ce n'est pas un métier pour eux. Il y en a qui le font comme métier, qui exercent comme métier. Il y a d'autres qui ont des entreprises de transport et qui achètent des motos qu'ils donnent à des jeunes qui, moyennant une recette journalière.
Ils en font donc une entreprise. Forcément, quand des activités aussi lucratives qui n'est pas organisées, l'État, avec les conséquences négatives, les effets externes négatifs, que sont les accidents, les agressions, l'État se doit de les organiser. Mais en les organisant, il faut d'abord les identifier par l'immatriculation. Il faut que ceux-là qui les conduisent aient le permis qui sied. Parce que la loi dit que nul ne peut conduire un véhicule à moteur s'il n'a pas le permis de la catégorie. Sinon, il est passible de peine de prison. Et là, c'est quelle catégorie? C'est la catégorie A1. Quand vous conduisez sans permis, c'est 100 000 à 1 million d'amende. Et c'est la prison parce que c'est un délit. C'est un délit. Parce que les gens ne le savent pas, ils conduisent et ils prennent beaucoup de risques. C'est un délit. Donc il faut qu'il y ait le permis. Maintenant, l'État est en train de s'organiser en mettant la carotte et le bâton. Donc il vous fait l'immatriculation gratuitement. Il pourrait même financer la formation des jeunes. Parce qu'on sait que donc, en matière de sécurité routière, c'est le coût-efficacité. Vous mettez 5 milliards, vous pouvez récupérer 15 milliards. Parce que les pertes sociales sont énormes. Parce que c'est ces jeunes-là qui est les forces vives de la nation pour produire de la richesse. Quand vous perdez vos jeunes, il faut les protéger. Donc l'État se doit de mettre de l'argent pour les protéger. Et ce qu'il est en train de faire, je pense que l'État de plus en plus est conscient du phénomène et qu'il va les encadrer. Et au bout de ces 3 mois, j'espère que tout le monde, en tout cas tous les véhicules seront immatriculés et les conducteurs auront leur permis de conduire. Et l'État même peut aller beaucoup plus loin en réglementant ce secteur. Parce qu'on est dans le système de transport est tellement segmenté, le marché du transport. Chacun a un segment de marché où il exerce parce qu'il recrute ses clients. Donc l'État se doit de réglementer le secteur pour que tout le monde y trouve son compte. Dakar est maintenant comme Kaolack, comme Fatick. Il y a beaucoup de motos Jakarta, mais c'est parce qu'aussi quelque part, il y a un problème de mobilité. Et justement, nous allons suivre un micro-trottoir réalisé toujours par Kodegay avec les passagers et piétons. Le problème est manque de formation. Chaque jour, nous avons une bise à la Pour moi, il y a un manque de formation des conducteurs de moto Jakarta. Ensuite, ils sont toujours dans la précipitation. Parfois, ils endommagent nos rétroviseurs et s'en vont sans s'arrêter. Pour dire la vérité, les conducteurs de moto Jakarta ignorent royalement le code de la route. Ils conduisent n'importe comment. Parfois, ils roulent même sur les trottoirs à la place des piétons. Il faut les organiser davantage. L'État doit faire de sorte que les conducteurs de moto Jakarta obtiennent des cartes professionnelles. Je suis un chauffeur. Un jour, j'ai vu 2 conducteurs de moto arracher le téléphone d'un piéton. Il faut réglementer ce transport-là, car il y a beaucoup de désorganisation. Je préfère prendre les motos pour ne pas être en retard. Ce matin, le bus était archi plein et j'ai pris une moto pour arriver à temps à mon lieu de travail. Donc Dakar, c'est vrai que c'est la capitale. Dakar, c'est la mégalopole. Dakar, depuis les années 97, a eu un programme de réforme du secteur des transports urbains, avec la création d'une autorité organisatrice des transports, CETUD, qui était un conseil exécutif des transports urbains, qui est devenu conseil exécutif des transports durables, où il y a une conurbation entre Dakar et Thiès. C'est pourquoi on a étendu les missions du CETUD jusqu'à Thiès. Il y a aussi l'ANASER. L'ANASER s'occupe des accidents, de la promotion des accidents de la route. Et de la prévention. La prévention, promotion de la sécurité routière. Donc l'ANASER est essentiel dans la gestion et la coordination parce qu'il y a beaucoup d'intervenants dans le secteur. Il fallait avoir une fêtière qui coordonne l'ensemble des activités de promotion de la sécurité routière. Le CETUD a pilote le programme de mobilité urbaine. Il y avait ce qu'on appelle le programme d'amélioration de la mobilité urbaine et il y avait comme objectif de promouvoir les transports urbains, transports de masse. C'est ce qui a amené aujourd'hui donc le PRT, le TER et tout. C'était pour prendre des Dakarois dans un transport avec une haute qualité de service parce que vous savez, quand vous faites transporter dans un mode confortable, sécuritaire, vous pouvez même avoir le Wi-Fi à bord, le stress, vous pouvez le baisser parce que les gens ne perçoivent pas ce qu'ils perdent dans la circulation. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'embouteillages que certains même prennent des 2 roues pour aller au bureau avec tous les risques que cela engendre. C'est vrai qu'il est temps maintenant de pouvoir booster rapidement donc, le transport de masse avec les feeders parce qu'il y a un programme de restructuration du transport en commun avec des feeders qui vont venir bientôt parce qu'il y a 14 lignes qui vont être mises en circulation pour améliorer le transport de masse et ce qui pourrait en tout cas décourager l'utilisation des 2 roues. Parce qu'en intempérie, quand il pleut, vous ne pouvez pas prendre les 2 roues en tant que cadre qui va au bureau. Ça, c'est indéniable. L'essentiel pour nous, pour Dakar, normalement, il mérite plus que ça. Maintenant, pour la petite livraison, la messagerie, c'est dans toutes les grandes villes. Aujourd'hui, on le fait à vélo pour
distribuer les journaux, pour déposer de l'argent, pour déposer des sandwichs et autres. Ça se fait. C'est vrai qu'il y avait un vide juridique, mais l'État devra réglementer pour qu'on puisse identifier les deux roues à cause des agressions dans la circulation. Parce qu'il y a des agresseurs qui agressent, il y a des accidents très graves. On n'identifie pas, il n'y a pas même d'assurance des fois. Ce qui fait qu'effectivement ces coûts sociaux-là sont énormes. L'État se doit de réglementer, d'organiser les secteurs où aujourd'hui on ne peut plus arrêter la mer avec ses bras. Donc c'est l'importance de cette immatriculation pour pouvoir au moins retracer même ceux qui font également le travail de livrer aussi au-delà du transport. Donc fondamentalement, parce que c'est l'État qui régule le secteur. L'État, rien ne doit échapper à l'État. On n'est pas dans un système dérégulé ou de déréglementation. L'État se doit d'organiser et de réglementer tous les modes de transport. D'ailleurs, au niveau de la loi portant orientation et organisation, c'est ce qu'on appelle les transports spécifiques qui doivent faire l'objet de réglementation, y compris les deux roues, y compris le transport de malades, le transport de fans d'arachide. Il y a beaucoup de petits types de transports qui doivent être organisés par l'État. Maintenant, ce manque-là fait qu'effectivement, il y a des fois du désordre. Tu as l'impression qu'il y a du désordre, alors que le transport est réglementé, le transport est segmenté, le marché doit être bien régulé. Mais aussi, les conducteurs de deux roues, bien sûr, comme vous l'avez dit, ils doivent être formés dans le domaine du code de la route, mais aussi, ils doivent aussi bénéficier de formations citoyennes pour mieux cohabiter avec les taximans et les autres piétons, n'est-ce pas? Oui, comme vous le savez, quand vous avez une approche systémique du problème, vous avez à former tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, il y a des automobilistes qui ne sont pas bien. Il y a des conducteurs de transport public qui ne sont pas bien. Il y a des piétons, des usagers de la route, deux roues et autres qui ne sont pas formés. Donc il faut tous les former pour éviter les conflits qu'il y a dans la circulation. Il y a beaucoup de conflits deux roues, piétons, deux roues, transport en commun, deux roues, taxi, ainsi de suite. Ça, pour éviter ces conflits, il faut que les gens soient formés et soient compétents. Et la formation, c'est une formation au niveau du code de la route. Parce que pour avoir le permis deux roues, il faut avoir le permis A1. Vous ne faites que le code pour avoir votre permis. Et si c'est la moto de plus de 125, vous faites aussi la conduite. Donc c'est comme un véhicule. L'État se doit de mettre de l'argent dans la formation. Et il y a des structures aussi qui peuvent financer la formation. Et parce que donc il y a ce qu'on appelle le coût efficacité. Vous mettez de l'argent, vous récupérez. Parce que les coûts sociaux que nous perdons, l'État peut mettre de l'argent pour gagner plus. Parce que quand vous êtes dans un pays pauvre et que vous voulez créer de la richesse pour réduire la pauvreté, vous ne devez pas plomber la richesse avec les accidents de circulation. Parce que c'est les jeunes qui sont tués au niveau des accidents et que c'est la force vive et qui doit produire. Est-ce que aussi ce serait pas mieux d'appliquer le permis à points, même si on ne peut pas l'appliquer avec les automobilistes? Est-ce qu'il ne faut pas au moins pour une première fois appliquer le permis à points aux conducteurs de deux roues? Non, le permis à points est fondamental pour responsabiliser le conducteur. Vous savez que déjà ça a été introduit dans la nouvelle loi, la loi 2022-04, qui a été votée à l'Assemblée nationale. On a introduit le permis à points. Maintenant, c'est les modalités d'application qui restent parce qu'il y a le décret qui n'est pas encore pris. Il faut que l'État prenne ce décret-là pour pouvoir responsabiliser les conducteurs. Parce que quand vous avez des points à gérer, un capital point, et que vous perdez ces points, vous devez les récupérer par la formation et la sensibilisation, ou vous perdez votre permis définitivement. Ou vous le repassez dans 2 ou 3 ans. Parce que moi-même, j'ai été dans le comité qui a travaillé sur le permis à points. Tout a été élaboré et c'est bien élaboré. Il reste seulement la volonté politique pour appliquer le permis à points. Donc il est temps. Vous dire que donc, maintenant pour ce qui est de la formation, il y a des structures qui sont là et qui sont aptes à la formation parce que des gens comme moi qui ont fait la sécurité routière, qui forment des gens à l'université, parce que 15 ans je forme des étudiants à l'université, en économie des transports, en exploitation des infrastructures, des services de transport, en sécurité routière. J'ai mis en place une structure de formation qui pourrait appuyer donc l'État à former les populations et on pourrait se déployer sur l'ensemble du territoire. Il y a des structures comme la mienne qui sont aussi agréées, qui pourraient faire la formation. L'État, par les structures agréées, peut financer cette formation-là. Il ne fera que gagner par rapport aux coûts sociaux qu'il perd. Ce qu'on appelle les externalités négatives qu'il faut internaliser. Alors, un dernier mot pour terminer. Le dernier mot, c'est de souhaiter donc plein succès dans ton émission. De dire que donc ça, c'est un phénomène de société qui est là. Et c'est devenu même un problème de santé publique parce que nous perdons nos jeunes. Ce matin, hier soir, j'ai appris le décès d'un voisin, d'un fils d'un voisin,
par un accident de circulation. Un gosse quand même assez dynamique, bien formé, qui avait créé son entreprise et aujourd'hui donc il est décédé. Et il y a tellement de gens comme eux. Je travaille aussi avec M. Ousmane Doy dans un projet de salon forum international sur la sécurité routière. Ousmane Doy, il dirige donc une association d'handicapés de la route. Il est victime d'accidents. Donc rien que ça fait que l'État devait mettre de l'argent pour promouvoir la sécurité routière. C'était Kandiao, ingénieur et statisticien spécialiste des transports, ex-adjoint directeur des transports routiers, ancien secrétaire général Fonds de développement terrestre. Je vous remercie. Je vous remercie. Alors, c'était aussi le magazine Projecteur qui braquait ses phares sur les deux roues pour vous offrir des ondes lumineuses sur la nouvelle réglementation de ce type de transport. Au micro, Ibrahim Benjamin Gagne, à la technique Didier You. À demain pour un autre projecteur. Vous écoutez Walfadjri FM 99.